pour chaque point, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, on peut trouver des enseignants qui trouvent ça ne va pas, mais d'autres, justement, qui voient la plus-value. Ouais. Et la particularité avec Françoise, c'est qu'elle est professeure, elle a été professeure et aussi formatrice, mais elle en parlera mieux que moi. Je vous laisse la parole. Bonjour, oui, voilà. En fait, moi, je suis enseignante. Alors, jusqu'à l'année dernière, j'avais encore une classe dans une école du centre de Bruxelles. Et donc, mais en parallèle, depuis une vingtaine d'années, je donne des formations à WBE, donc dans le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et je donne des formations parce que je forme des enseignants pour mettre en place des groupes d'accueil et d'accompagnement des professeurs entrants dans leur école. Donc, voilà, ce sont donc ces fameux groupes de développement professionnel. Donc ça fait voilà, un certain nombre d'années que je fais ça. Mais donc l'année dernière, pendant ce premier confinement, j'étais encore enseignante. En tout cas, j'avais une classe de réto à l'Athénée Gatti-Galon, au centre de Bruxelles. Et justement, comment ça s'est passé alors ce premier confinement ? Donc, forcément, comme tout le monde, nous avons été très surpris, mais il se trouve qu'à Gatti, en tout cas depuis 2-3 ans, moi j'avais mis en place, je travaillais avec la Classroom avec mes élèves, et c'est un projet qu'on avait mis en place à 2 collègues, une collègue dans l'inférieur avec les élèves de 3e et moi en réto. Et donc l'objectif était de pouvoir faire cette transition numérique et de peut-être pouvoir généraliser ces pratiques dans notre école. Évidemment, on a été forcé de le faire avec les circonstances, mais je dois dire que moi, ce que je trouvais extraordinaire dans cette expérience, donc on utilisait la Classroom, mes élèves donc postaient leurs travaux sur la Classroom, on communiquait par cette Classroom. Ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que les élèves ont vraiment gagné en autonomie, et comme c'est une école en encadrement différencié, donc avec des élèves issus de milieux défavorisés, on trouvait toute une série de difficultés qui menaient au décrochage scolaire. Et ces difficultés, elles sont évidemment d'abord l'absentéisme, ou même le retard en fait, qui faisait que les élèves décrochaient parce qu'ils n'avaient pas leurs notes, ils perdaient leur support, ils n'étaient pas en ordre, et donc voilà, donc tout ça, il y a une accumulation qui faisait qu'ils décrochaient, qu'ils perdaient le sens de l'école. Et donc déjà, le premier avantage de ces classes-là, c'est que les élèves, où qu'ils soient, et même sur leur GSM, ils avaient accès au support de cours. Donc ça, c'était déjà une façon de pouvoir les raccrocher à l'école. Et puis effectivement, ils sont devenus beaucoup plus autonomes parce qu'on travaillait beaucoup, donc je faisais beaucoup de travaux de groupe avec eux. Et donc les travaux de groupe qu'on faisait en classe, en fait, on aurait pu les faire en asynchrone puisque les élèves travaillaient en sous-groupe avec un PC. Ils travaillaient avec des Google Docs, et donc ils travaillaient ensemble. Et moi, je faisais de l'évaluation formative au fur et à mesure de leur travail. Et donc, je me suis rendu compte qu'avant, je pouvais faire une évaluation formative, c'est-à-dire que je corrigeais les travaux, j'étais prof de français, les travaux parfois très conséquents, je leur rendais les travaux, ils les corrigeaient plus ou moins, et puis ils me les remettaient corrigés, alors qu'avec les documents partagés, on utilisait les Google Docs, je pouvais faire 10, parfois 15 évaluations formatives, et les élèves corrigeaient au fur et à mesure, on était en interaction synchrone. Et j'ai constaté une amélioration des compétences de mes élèves, et surtout en ce qui concerne la langue française. C'était une des grandes difficultés de mes élèves. Donc ce premier confinement, il s'est passé dans un premier temps finalement c'était pas si difficile pour moi puisque tout était mis en place. J'avais leurs adresses mail aussi, ce qui n'était pas toujours le cas. Dans certaines écoles, les élèves n'avaient pas d'adresse mail de l'école, et donc c'était difficile de les contacter. Et alors, ce que j'ai trouvé assez merveilleux, c'est que chaque année, ils réalisaient un travail de fin d'études dans mon cours, et les élèves ont continué à travailler sur leur TFE, et j'ai pu être en contact avec eux régulièrement, corriger leur TFE, leur fournir des bibliothèques en ligne, puisqu'ils ne pouvaient plus aller à la bibliothèque pour travailler. Et ils sont tous venus défendre leur travail, alors qu'en fait, ils avaient leur point, entre guillemets, comme disent les élèves, puisqu'ils savaient que, en fait, voilà, de toute façon, ils avaient réussi, même s'ils ne réalisaient pas leur TFE.
Donc pour moi, ça c'était une expérience d'accrochage scolaire grâce à cette plateforme, grâce à ces outils numériques, et qui pour moi en fait est vraiment une voie d'équité. Oui. Ça c'est absolument essentiel et voilà, ça c'était mon expérience de prof. Et justement, donc entre-temps, vous êtes devenue formatrice. Pourquoi en fait? Comment ça s'est fait? Alors, donc, comme j'avais donc un mi-temps dans mon école et l'autre mi-temps, je donnais des formations donc, pour les enseignants dans le cadre de mon groupe de co-développement, et bien, donc, j'ai donc informé ma hiérarchie que je ne pouvais plus donner des formations et que donc j'avais un mi-temps de disponible. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à créer un groupe qui est un groupe pluriel à UBE qui s'appelle ADEN, les apprentissages à distance et l'enseignement numérique. Okay. Et donc, c'était déjà dès le mois d'avril, en fait, on s'est dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enseignants? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau du réseau qui pourrait vraiment accompagner les enseignants, les aider à développer ce numérique pédagogique dans les écoles, accompagner les enseignants surtout dans l'hybridation des apprentissages et dans la scénarisation de leurs cours, puisque pour certains, qui n'avaient pas eu cette chance, comme moi, de pouvoir anticiper, je pense que ça a été vraiment un saut dans le vide, vraiment avec, je pense que certains enseignants ne savaient vraiment pas quoi faire, et donc ce n'était pas de la mauvaise volonté, ils ne savaient juste pas comment scénariser, comment hybrider, comment alterner ce présentiel, ce distanciel. Enfin, premier confinement, ce n'était que du distanciel. Oui. Et donc, voilà, on a mis ça en place et notre objectif était vraiment de pouvoir, dès le mois de septembre, en tout cas, accompagner les enseignants. Et il nous a semblé que ce qui était intéressant, c'était de former des référents. Et donc, on a formé des référents en numérique. Bon, ça, je pense que tous les réseaux l'ont fait. Mais sans doute, notre originalité, c'est qu'on a pensé, on s'est dit, mais on va aussi former des référents en hybridation des apprentissages. Okay. Et donc, comme il était demandé au mois d'août, dans la circulaire du mois d'août, du 18 août, que les enseignants, enfin que les écoles s'axent sur trois axes, trois stratégies, donc l'hybridation des apprentissages, la lutte contre le décrochage scolaire et la différenciation pédagogique, eh bien, on s'est dit, cette hybridation des apprentissages est en fait un levier pour toute une série de choses, pour la différenciation, pour la lutte contre le décrochage scolaire, pour la transition numérique. Et donc, on s'est dit, on va former des référents en hybridation des apprentissages dans les écoles. Et donc, on les a suivis. Ces formations ont été très, très vite en ligne, en fait, en distanciel, puisqu'on a été reconfinés. Oui. Et puis, on a organisé après des intervisions. La dernière, c'était il y a une semaine. On retrouve nos différentes équipes de RHA, comme on les appelle, et on travaille avec eux maintenant, mais plus pour l'accompagnement à l'hybridation, mais pour qu'est-ce qu'on va pérenniser de la crise. Et donc, comment eux, sur le terrain, peuvent accompagner les enseignants de façon locale, puisqu'ils sont dans l'école et que ce sont des pairs, à mettre en place des groupes de partage de pratiques professionnelles autour de ce qui a pu émerger de la crise et de tout ce qu'on a pu mettre en place en se disant, ben, voilà, ça je garde pas, ça vaut pas la peine quand on revient en présentiel. Oui. Mais qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui constitue une plus-value pour les apprentissages. Donc ça, évidemment, c'est très très précieux et bon voilà, c'est assez extraordinaire parce que ces référents sont des gens voilà, qui ont rebondi très très vite évidemment et qui accompagnent leurs collègues, et qui sont en réflexion permanente, qui essaient d'amener les équipes à être en réflexion. Et voilà, c'est très très riche. L'image de ces interventions, c'est très très riche. Donc, le fait d'être professeur, est-ce que ça vous aide énormément au quotidien à mieux comprendre au fait, les demandes des autres professeurs? En fait, moi personnellement, voilà, j'aurais préféré garder une classe. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un pied sur le terrain, dans la réalité. Je trouve ça très, très riche et ça permet de ne pas perdre le contact. Oui, je pense que donc, ça m'aide en tout cas de connaître cette réalité du terrain et de ne pas en être encore trop éloigné. Cela dit, je pense que l'importance, c'est justement de pouvoir créer ces réseaux de référents qui peuvent justement animer
animer des groupes de pratique dans les écoles qui eux-mêmes préférant, qui sont eux-mêmes en relation avec des chargés de mission ou des personnes au sein du réseau. Donc je pense que c'est tout ce maillage en fait à différents niveaux qui est vraiment porteur à mon avis. Et est-ce que vous avez eu des retours ou peut-être comment avez-vous ressenti au fait l'état d'esprit des professeurs justement par rapport au digital au sein de l'éducation? Beaucoup de choses. Alors, parfois, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, il y a vraiment le dieu Janus, avec le revers de la médaille. Une face et une autre face, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, peut-être... alors, il ne faut pas se leurrer encore sur le terrain. Il y a un manque de matériel. Il y a une grande disparité, une grande inégalité entre les écoles. Entre autres entre Bruxelles par exemple et Bruxelles au niveau du matériel numérique et les élèves aussi qui sont issus des défavorisés qui sont parfois à 3 sur un GSM pour travailler, c'est évidemment pas idéal, ça on le sait, mais ça reste encore un problème aujourd'hui. La méconnaissance de l'informatique, tout simplement. Certains enseignants, certains élèves aussi viennent de très très loin. Et donc, voilà, il y a aussi cette crise à creuser encore le fossé, cette fracture numérique. Mais cette fracture numérique, y compris chez les élèves, mais aussi chez les enseignants. Donc, voilà, donc ça c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, de la résistance au changement chez certains. Mais aussi chez d'autres, une créativité extraordinaire. Donc voilà, on trouve ces deux mouvements ensemble et je pense que c'est vraiment le rôle des chefs d'établissement d'arriver à amener tout le monde, voilà, avec leur leadership pédagogique vers ce changement. Mais bien sûr, il y a un saut quantique qui s'est opéré dans les écoles. Ça c'est clair, même s'il y a de la résistance au changement, même si certains enseignants ont encore beaucoup de mal, il y a eu ce saut, ça c'est clair et ça se voit. Alors, les difficultés encore rencontrées, je dirais, donc à part ces inégalités, ce manque de matériel, le manque de compétences numériques, c'est aussi, par exemple, les difficultés par rapport aux pratiques numériques. Par exemple, une difficulté à avoir une uniformisation, une harmonisation. Donc, parce que lors du premier confinement, chacun a un peu fait comme il pouvait. Et donc, maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire qu'il y ait vraiment... de renforcer le travail collaboratif dans les écoles entre les enseignants pour qu'ils puissent ensemble choisir un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodes qu'ils vont pérenniser dans un projet commun, donc autour d'un projet commun dans leur école. Certains enseignants ont eu l'occasion, par exemple, d'expérimenter les classes inversées. Voilà, c'est pas toujours évident à mettre en place, mais pour certains, ça va être pérennisé. Ils vont continuer à le faire après la crise. Ça a été l'occasion de réfléchir à plein de choses, donc réfléchir à la restructuration de l'espace et du temps, parce que voilà, certaines écoles ont expérimenté des demi-groupes, des demi-semaines, des groupes entiers, mais de la moitié, des groupes entiers, mais un jour sur deux. Enfin, certaines écoles aussi ont eu l'occasion d'expérimenter un rythme et puis de changer. Et donc, tout ça, évidemment, enfin, c'est source de réflexion extraordinaire dans les écoles, au niveau pédagogique, au niveau organisationnel, au niveau de cette fameuse transition numérique. Et justement, donc, avec votre double casquette, si je peux dire, imaginons que vous avez une baguette magique et qui peut réaliser n'importe quel de vos souhaits, qu'est-ce que vous ferez actuellement en fait? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Une baguette magique qui transforme... Voilà, par rapport au challenge actuel, par rapport à ce que vous observez, s'il fallait vraiment changer quelque chose, votre souhait ultime, ce serait quoi? Pour moi, dans un monde idéal, pour moi, c'est vraiment le travail collaboratif des enseignants. C'est-à-dire faire en sorte que les enseignants puissent travailler ensemble, qu'il y ait des moments... prévu pour ces temps de réflexion collective qui permettent vraiment une apprenance en équipe. Parce que
voilà, bien sûr, il y a aussi, le numérique peut aussi détériorer les apprentissages. Donc, l'idéal, ce n'est pas l'école numérique, l'idéal, c'est du numérique réfléchi, c'est de réfléchir sur chaque fois, à chaque instant, se disant, mais quelle est la plus-value? Est-ce que je peux faire ça sans les outils numériques, oui ou non? Et donc, pour moi, ce monde idéal serait vraiment un monde dans lequel, une école dans laquelle les enseignants peuvent, à chaque instant, réfléchir, avoir ces moments de réflexion sur leur pratique pour pouvoir innover, mais toujours dans cette réflexion. Oui. Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Je vais juste faire un petit tour du côté du chat pour voir ce qui se passe. Il y a des réactions. Il y a des réactions, mais pas de questions. Donc, je crois que ça a été quand même assez clair. Si vous avez peut-être quelque chose à rajouter justement avant qu'on conclue donc, votre intervention. Oui, je pense que voilà, cette crise peut être une opportunité. Et donc, c'est vraiment important que tous les acteurs de l'enseignement puissent saisir cette opportunité. D'accord. Merci beaucoup. Merci Françoise Meurant d'avoir participé.